Désolée, je me sens vraiment dans le... Merci. Merci, c'est très gentil. Alors, Hotman, peut-on commencer? Ouais. Alors, donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition des Midi-Causeries des presses de l'Université d'Ottawa en direct de la foire du livre de Francfort en Allemagne. Welcome to this edition of the University of Ottawa's lunchtime talks live from the Frankfurt Book Fair and the Canada Stand. Je m'appelle Lara Mainville, je suis la directrice des presses de l'Université d'Ottawa et je suis très fière d'être ici aujourd'hui et d'animer cette causerie qui est dédiée à la question des écritures noires du Canada et spécifiquement du Canada atlantique. Pour en discuter avec moi, se joignent à moi le professeur Winfried Simmerling. Bonjour. Bonjour. On se partage un téléphone aujourd'hui. On fait ce qu'on peut. Et donc, M. Simmerling s'est rendu à la foire du livre de Francfort pour se joindre à moi et pour assister en personne à la causerie. Et voilà. Merci d'être là et d'avoir fait le trajet. Et j'ai également avec moi la professeure Patricia Godbout qui se joint à nous depuis Sherbrooke. Bonjour Patricia. Bonjour. Donc, comme nous sommes en direct de la foire de Francfort, vous risquez d'entendre un peu de bruit derrière nous et j'en suis désolée, mais pas vraiment, parce que, comme vous l'entendez, c'est le travail qui se fait dans le cadre de l'édition, dans le milieu de l'édition. C'est le bruit de droit de traduction de livres qui est en train de se faire en ce moment. Donc, that is music to my ears. Donc, nous avons une heure ensemble aujourd'hui et je vais m'assurer que la causerie prenne fin, fini, pas fini, à 12h30 ou à 18h30 ici à Francfort. Je céderai la parole dans quelques instants à Winfried et à Patricia. Puis, il y aura une période de questions du public, de la part du public. Donc, vous pourrez vous poser vos questions par écrit en utilisant la fonction chat qui apparaît sur votre écran si vous êtes dans Zoom. Sinon, vous pouvez le faire à travers Facebook Live. Donc, c'est tout un honneur d'être ici aujourd'hui et nous aurions eu avec nous, si nous l'avions pu, le directeur des presses, Miguel Queens, qui est passé nous saluer et qui nous a versé un petit verre de champagne. Donc, santé à vous. Santé. Et santé à Winfried et à Patricia. So today's event will be mainly held in French, but if you would like to ask questions in English, you're more than welcome to do so. Avant d'aller plus loin, je tiens à rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle est située l'Université d'Ottawa et ses presses. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant au territoire. Et maintenant, les présentations officielles. Winfried Simmerling est titulaire d'une chaire de recherche universitaire et professeur d'English à l'Université de Waterloo. Il est également associé du W.E.B. W.E.B. Boys. There we go, W.E.B. Boys. Du Bois Institute
à l'Université Harvard, lui aussi. Et le professeur Simmerling est également titulaire d'une maîtrise en langue et littérature anglaise et membre de l'Université de Fribourg, de même que d'une maîtrise et d'un doctorat en littérature comparée de l'Université de Toronto. Il a été à plusieurs reprises l'invité à l'Institut John F. Kennedy du Freie Universität de Berlin. Est-ce que mon accent est exact? C'est parfait. C'est l'Université libre de Berlin. Alors, ce n'est pas le Humboldt, mais c'est l'Université libre. D'accord. Et a été professeur à l'Université de Sherbrooke. J'imagine que c'est là que vous avez fait connaissance, Patricia. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Ainsi que directeur des études supérieures en littérature comparée. Il a été élu membre de la Société royale du Canada en 2019. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Et Patricia Godbout, elle est professeure associée, récemment à la retraite, je crois. C'est bien ça? Oui. De la faculté de lettres et sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Elle est traductrice littéraire ainsi que romancière. Et elle s'est occupée de la traduction de The Black Atlantic Reconsidered. Et nous l'en remercions chaleureusement. Nous sommes très heureux que vous ayez fait ça et que le livre soit maintenant disponible auprès de toute une autre communauté, tout un autre monde. Absolument. Enfin, j'ajouterai Jean-Philippe Moreau, qui a contribué à cette édition du livre, qui est bibliothécaire spécialisé en métadonnées aux collections spéciales à l'Université du Delaware. Donc, quelques mots au sujet du livre dont nous allons parler aujourd'hui, les Écritures noires du Canada, l'Atlantique noir et la présence du passé. Ce livre a été le premier ouvrage à explorer la littérature canadienne produite par des Noirs depuis ses tout débuts et jusqu'à nos jours, dans le contexte précis du Canada atlantique. Dans ce livre, nous avons retracé l'évolution de cette écriture depuis les témoignages d'esclaves en Nouvelle-Écosse, dans Nouvelle-France, et le livre des Nègres de 1783, oui, dis-je, jusqu'aux œuvres d'auteurs canadiens noirs, dont Austin Clarke, George Eliot Clarke, Dion Brand, Wade Compton et Essie Edugan. Je vais massacrer son nom, je suis désolée, pour ne nommer que ceux-là. Vous avez ensuite examiné la façon dont l'histoire des Noirs et des Noirs du Canada, donc l'esclavage, le chemin de fer clandestin, la diaspora, etc., est reprise, reflétée et réinventée dans l'œuvre de ces auteurs. Enfin, et chose fort intéressante, vous avez examiné au fil des chapitres, des textes de langue française et de langue anglaise qui viennent du Québec, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, des Prairies et de la Colombie-Britannique, d'où l'intérêt d'en faire la traduction. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, M. Simmerling, et puis on passera ensuite au mot de Jean-Philippe Mongeau et ensuite au mot de Patricia Godbout. Okay. Alors, peut-être on va prendre une toute petite seconde parce qu'on est en live et il y a des choses qui se passent. Hop, attention. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est le fun que c'est live. Alors, exact. Je voulais tout simplement dire que je suis vraiment très content d'être ici. Je suis très content que ce livre soit disponible maintenant dans une édition française grâce aux presses de l'Université d'Ottawa, mais aussi grâce à cette très, très belle traduction de Patricia Godbout. Merci encore une fois à Patricia. C'est un livre qui était sûrement pas facile à traduire. C'est un texte qui parle, disons, des écritures du XVIIIe siècle, par exemple, l'interrogation d'Angélique à Montréal en 1743, mais aussi du XVIIIe siècle. On a les ministres du culte, n'est-ce pas, vers la fin du XVIIIe en Nouvelle-Écosse.
ça parle du 19e, des textes qui sont associés au chemin de fer clandestin. Et puis, toute la deuxième moitié du livre parle vraiment des écritures contemporaines. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours facile de traduire, disons, la poésie expérimentale de Wade Compton. Mais alors, Patricia a eu de l'expérience. Elle était la directrice d'une revue de traduction de poésie québécoise et anglaise, canadienne. En effet, c'était Elite. Alors, Patricia a beaucoup d'expérience de ce genre-là et on a eu de good luck qu'elle a accepté de faire cette traduction. Je voudrais brièvement mentionner simplement la réception de ce livre qui était assez importante, la version anglaise. Alors, ça a eu à peu près une quinzaine de recensions, incluant tout un forum qui a été fait du journal The Cambridge Journal of Post-Colonial Legal Inquiry. Il y avait toute une petite conférence ici en Allemagne à cause de ce livre-là, qui ont discuté de ce livre. Et alors, c'est quand même important que ce livre, je crois, c'est très, très bien que ça soit maintenant disponible pour un public francophone parce que, alors, si la réception veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est quand même un livre qu'on a lu ou qu'on a eu intérêt à lire en anglais. Et on espère également que ça va être la même chose en français. Je voulais aussi simplement ajouter que je suis très content que le presse de l'Université d'Ottawa ait accepté d'ajouter quelques éléments supplémentaires qui n'étaient pas dans la version anglaise. Alors, il y a une chronologie qui a été élargie et qui a été menée jusqu'à, je crois, 2020 maintenant. Alors, ça, c'est le travail de Philippe Mongeau qui a fait un travail aussi extraordinaire à fouiller, à chercher aussi les titres français. On a aussi ajouté une table de matière détaillée. Alors, il y a un sommaire, il y a aussi une table de matière détaillée. Et alors, ça aide beaucoup, je ne sais pas si on veut travailler, par exemple. Voilà. OK. Est-ce que c'est beau? On est toujours là? Bon. Alors, c'est juste pour dire qu'on espère également que ces éléments vont aider à rendre le volume utile pour des personnes qui veulent enseigner des cours, disons, qui sont soit à travers l'histoire ou alors un cours qui se concentre sur des régions spécifiques du Canada. Ou alors, si on veut simplement enseigner un cours sur un sujet spécifique, alors je crois que cette table de matière détaillée va rendre le volume encore plus utile. Alors, merci Lara pour l'invitation pour ce cours. Voilà. C'est tout normal et ça me fait grand plaisir. Mais j'ajouterai un point parce que je pense parce que tantôt, on a manqué de temps pour le préciser, mais en fait, ce livre a gagné le prix Gabriel Roy dans sa version originale. Et donc, on savait déjà, en acceptant de passer à la traduction, que ce livre était tout à fait pertinent et qu'il était vraiment à la hauteur, en fait, de qualité scientifique et qu'il était même couronné en raison de sa qualité scientifique. Alors, sans plus tarder, nous allons, merci de ces brefs mots, nous allons passer la parole, Othman, à Jean-Philippe Mongeau, bibliothécaire, qui s'est occupé de cette bibliographie exhaustive que nous avons publiée dans notre version française du livre. Non, ce qu'on peut faire. Voilà, d'accord, parfait. Pour la chronologie de la traduction française de Les Écritures noires du Canada, j'ai voulu construire une image générale du cadre de la littérature noire au Canada, considérant ce qui serait utile spécifiquement aux lecteurs de ce nouveau volume. J'ai donc mis à jour les entrées pour les auteurs inclus dans la version originale anglaise du livre, avec des entrées pour les auteurs ayant débuté après 2014. Je voulais aussi inclure plus de titres et d'auteurs francophones. Pareillement, j'ai indiqué quel titre était traduit en français de l'anglais et vice-versa. Ce travail était facile dans certains aspects, mais moins dans d'autres, comme vous pouvez imaginer.
Les œuvres et les écrivains noirs sont souvent sous-décrites ou obscurcis dans les outils qu'on utilise normalement pour faire nos recherches. De plus, à part la chronologie qui est apparue dans la version originale anglaise du livre, on n'a pas eu de bibliographie complète des œuvres littéraires noires au Canada depuis celle de George Eliot Clarke, publiée en 2001. La pandémie a aussi rendu ma tâche difficile, considérant que les bibliothèques, les collections spéciales et les archives étaient fermées. Ceci m'a empêché de trouver de nouveaux textes publiés avant 1950. Par contre, il me restait quand même plusieurs outils pour m'aider à compléter ce projet. Pour trouver de nouvelles œuvres, j'ai consulté la bibliographie de Clarke, qui reste tout de même une ressource excellente, ainsi que de nouveaux ouvrages portant sur la littérature noire du Canada, dont The Black Prairie Archives de Karina Vernon. J'ai consulté les listes des finalistes des prix littéraires, comme le prix du gouverneur général ou le prix Giller, et des sites de librairie. Les listes de noms d'auteurs sur les sites des maisons d'édition furent aussi des ressources indispensables pour moi, en commençant par des maisons connues pour leur focus sur la publication d'œuvres d'auteurs racisés, comme par exemple Mémoire d'Encrier. J'ai traversé ces listes afin de recenser les noms des auteurs noirs publiés par ces maisons-là. Ensuite, je suis allé sur WorldCat pour trouver des titres de ces auteurs, profitant du travail des autres professionnels de catalogage et de métadonnées. WorldCat m'a aussi permis de retrouver les titres des œuvres traduites. Et donc, ceci était pour moi l'équivalent de feuilleter des documents des archives pour trouver des informations, mais bien sûr à distance. J'espère que la chronologie va aider à tous ceux qui s'intéressent à la littérature noire canadienne. Cette tradition est extrêmement riche, elle a une histoire très longue, et elle mérite non seulement d'être connue, mais aussi célébrée, comme Winfried et Patricia ont fait dans cette nouvelle traduction. Merci beaucoup, Monsieur Mongeau, qui a enregistré cet extrait, qui ne fait pas être ici avec nous en direct aujourd'hui, mais qui a pris le temps de préparer ce mot. Madame Godbout, est-ce que vous auriez quelques mots à dire à nos participants de la causerie d'aujourd'hui? Oui, bien d'abord que je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de traduire ce livre, que je suis très heureuse que les presses de l'Université d'Ottawa aient accepté de le faire. C'est un très bel ouvrage, l'objet livre est très beau, la facture est parfaite, donc j'en suis très heureuse et très reconnaissante. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que la traduction de genre de livres comme ça, du domaine de l'essai littéraire, de la traduction des sciences humaines et sociales, c'est un exercice de traduction, de passage de beaucoup de connaissances, mais aussi de concepts théoriques, d'idées, de réflexions. Et ce travail-là, de passage de tout ce matériau très riche dans le cas de ce livre de l'anglais vers le français qui était ma mission. Je la sentais comme une grande responsabilité dans le sens de dire, comment je dirais ça, de ne pas dire plus et ne pas dire moins. Parce que le style de Winfried, que je connaissais pour avoir déjà traduit un de ses livres, est un style très dense. C'est une prose savante très dense, mais je dirais qu'il a gagné en souplesse au fil des ans. Et puis, ça a... et une de ses grandes qualités de sa prose, c'est de dire précisément ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, il ne faut pas ensuite, dans la traduction, être plus général, par exemple, que lui l'a été. Donc, il faut rester très proche de ce qu'il dit, avec beaucoup de science et de précision. Et c'est ça que je me suis attachée à faire. Et puis, évidemment aussi, je ne peux pas m'empêcher de dire que traduire un livre comme ça, c'est aussi un cadeau parce qu'on apprend énormément de choses. Tous les livres que j'ai consultés pour bien traduire, pour m'efforcer de bien traduire, ça m'a
enrichi moi, donc première lectrice, c'est-à-dire lectrice porteuse du texte en français qui allait s'en suivre. J'ai vu, par exemple, pour ajouter quelque chose à l'idée à la très belle chronologie qui a été mise à jour par Jean-Philippe Mongeau, c'est qu'en traduisant ce livre, évidemment, on traduit aussi, on met en français la bibliographie, qui est une imposante bibliographie, très riche, juste cet outil-là est formidable. Mais donc, traduire ce livre en français, donner ce livre en français, permet de voir ce qui existe en français dans ce corpus. Hein? Donc, ça met ça en évidence, ce qui est on pourrait dire une contribution de plus, un outil de plus dans les mains des lecteurs, des étudiants, des chercheurs. Ça a permis de voir, par exemple, qu'un certain nombre de récits d'esclaves qui étaient parus en anglais, évidemment, et qui avaient fait l'objet de rééditions assez récentes, certains d'entre eux avaient été traduits en français. Par exemple, je pense au récit de Mary Prince, dont Winfried parle de façon très importante dans son livre, entre autres, en lien avec l'auteure canadienne pionnière des lettres canadiennes, Susanna Moodie. Et donc, il y a tout ce que le fait de passer tout ça en français permet de faire ressortir, en plus évidemment du corps du texte lui-même, qui permet ensuite aussi de faire ressortir, je vais terminer là-dessus, mais faire ressortir la place du corpus, par exemple, francophone, haïtien, dans les enjeux contextuels développés par Winfried, autrement dit, dans la place de ça dans l'Atlantique, la place du Canada dans le concept d'Atlantique noir. Et ça, c'est pas juste ça, mais ça, c'est une contribution originale parce que ça situe ce corpus-là dans ce plus grand ensemble et dans cette discussion théorique dont parlait Winfried tout à l'heure. Donc, juste ça, c'est une immense contribution et ça permet d'insérer des textes par la suite, même dans des lectures que d'autres personnes peuvent faire, voir de quelle façon ça se relie à cette vaste réflexion. C'est formidable. Et le travail de traduction est un travail que l'on fait très souvent dans les coulisses. Et donc, je suis d'autant plus contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, ici, à la Foire de Francfort, parce que la thématique de la Foire de cette année, c'est Translate, Transfer, Transform. Exact, exact. Et donc, c'est vraiment une célébration cette année de la traduction. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être c'est de négocier ces droits de traduction vers l'étranger, vers de langues étrangères. Donc, merci beaucoup, Patricia, d'avoir su si bien trouver le mot juste pour traduire le texte un peu moins dense. Et long. Très long. Et surtout très long, parce que, ajoutons que le livre, est-ce qu'on vous l'a montré? Peut-être oui. Pas. Le livre fait en 672 pages et c'est un magnifique livre, très, très beau, et l'équipe des presses a fait un formidable travail de mise en page et de correction des preuves et tout. Donc, vraiment, au final, c'est un ouvrage dont on est très fiers aux presses. Je vais maintenant lancer la causerie, ouvrir donc les deux micros à Winfried et à Patricia en posant peut-être une première question qui, en fait, se pose aux deux. Je vais commencer par Winfried. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Pourquoi vous intéressez aux écritures noires du Canada? Alors, tout d'abord, il faut que je présente mes excuses pour la longueur de ce livre. Mais en effet, c'était nécessaire, je crois. J'ai travaillé à peu près 10 ans sur ce livre, la recherche de l'écriture. Ça a pris beaucoup de temps.
Et quand j'ai commencé, c'était autour de 2005, quand j'avais justement terminé un autre livre qui parle, que Patricia a traduit aussi d'ailleurs, qui parlait beaucoup des théories littéraires afro-américaines aux États-Unis. Par exemple, les théories de Henry Gates Jr. qui mène le W. Du Bois Institute à Harvard University. Et alors, lui, c'est un des chercheurs les plus connus. Et à l'époque, alors j'avais écrit là-dessus, je me disais, tiens, c'est vraiment bizarre qu'il y a très peu au Canada en ce qui concerne les travaux de recherche à ce sujet-là. À cette époque-là, il y avait un livre de George Eliot Clark qui s'appelle Odyssey's Home, qui est une collection d'essais qu'il a écrit. Alors, c'est un volume très important qui est sorti juste avant ça. Mais je me disais, c'est pas possible qu'il n'y a pas vraiment un volume important qui essaie de traiter de ce sujet-là dans le contexte. Oui. Alors, il y avait des historiens qui avaient écrit, il y a The Blacks in Canada by Winks, il y a des volumes comme ça, mais il n'y avait pas vraiment un volume de critique littéraire qui portait là-dessus. Je lisais déjà à l'époque des écrivains comme Austin Clarke, John Brand, que j'apprécie beaucoup et que je lis toujours. D'autres écrivains à l'époque, Marie-Céline Agnan aussi, que j'ai découvert autour de ce temps-là. Et je me disais, tiens, il faut vraiment que j'écrive là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je suis un canadianiste et je travaille sur les théoriciens aux États-Unis. Tandis qu'il y avait en effet déjà une écriture assez riche ici. Il y avait une écriture qui datait du 19e siècle et avant, mais aussi une production contemporaine. Il n'y avait pas vraiment un livre qui avait été écrit là-dessus et ça m'a fasciné, ça m'a intéressé parce que vraiment je trouvais qu'il faut remplir ce manque-là. Et disons oui, on a commencé par ça. Alors, cela m'a lancé pour travailler à ce sujet-là et je n'ai vraiment pas regretté d'apprendre toutes ces œuvres, de lire tous ces textes et d'apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas. Merci. Merci beaucoup. Et Patricia, comment vous êtes intéressée? Qu'est-ce qui vous a motivé à traduire ce livre? D'abord, comme j'avais déjà traduit un livre de Winfried que je connais depuis qu'il était professeur à l'Université de Sherbrooke, je suis toujours curieuse de ce qu'il publie. Et quand j'ai vu paraître ce livre, donc en 2015, j'étais vraiment curieuse. Et après l'avoir lu, je me suis dit, ça, il faut que ça paraisse en français. Donc, évidemment, il y avait des démarches à faire pour intéresser un éditeur, etc. Et donc, quand on a frappé aux portes des presses de l'Université d'Ottawa, qu'on a eu une réponse positive, on était tous les deux très contents. Et donc, la motivation, c'était celle-là, de faire passer un livre important en français. Parce que, comme Winfried a dit, ça n'existait pas, cette étude de ce type. Et donc, comme ça avait été si bien réalisé par lui en anglais, je me disais, maintenant, l'étape suivante, c'est de le faire passer en français. Parce qu'il y a une chose qui fait très bien aussi dans ce livre-là, c'est parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, encore, ça peut donner l'impression que c'est un peu aride et tout ça, mais pas du tout, en fait, parce qu'il entre beaucoup dans les textes. Mettons, il parlait tout à l'heure de Marie-Céline Agnan, ou d'autres auteurs, mais donc il va aborder des aspects théoriques, mais il va rentrer dans les textes. Par exemple, autour de la notion de présence du passé dans certaines fictions contemporaines. Je pense à David Chariandi, Soukounian, qui a été traduit en français. Et donc, autrement dit, ça permet de pénétrer dans les corpus littéraire et de lire ou de relire peut-être certains romans sur lesquels on était tombé ou d'avoir envie de lire certaines des œuvres dont il parle. Fait que, donc ça, je trouvais ça intéressant aussi de faire passer un livre qui est à la fois un essai littéraire solide, savant, mais qui a aussi beaucoup de contenu sur les œuvres elles-mêmes. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, pour la petite histoire,
puisque, mine de rien, parce que si je fais partie un peu de cette histoire, c'est le directeur des presses de Nigel Queens qui nous a si gentiment amené ce petit verre de champagne, mais qui ne pouvait pas se joindre à nous tantôt. Donc, Philippe Ciccone, qui m'a approché et qui m'a dit qu'il avait un superbe livre et qu'il trouvait qu'il était important que nous traduisions cet ouvrage ou que nous, ou qu'une autre maison d'édition traduise l'ouvrage, étant donné le corpus à la fois d'auteurs canadiens anglais et également d'auteurs canadiens français. Et donc, ça pouvait très bien intéresser nos lecteurs francophones. Et donc, évidemment, les projets, et pour information, puisqu'on est à la foire de Francfort, les projets de traduction, ce sont des projets qui sont un peu, ce sont des bêtes particulières parce qu'il faut quand même les financer. Et ce n'est pas évident de financer ces beaux projets, surtout quand il s'agit de beaux gros projets de 672 pages. Mais finalement, on s'en est bien tiré grâce surtout à l'ingéniosité de M. Simmerling qui a réussi à trouver des fonds et nous également qui avons fait en sorte que le livre a pu voir le jour. Et aussi, je crois qu'il faut ajouter que Patricia aussi a ajouté une largesse au projet. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Oui, désolée. Merci de m'avoir repris sur ce lapsus. Donc, continuons. Donc, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, Winfried, durant votre travail de recherche et de rédaction? Et ensuite, à la relecture de la traduction? Oui. Alors, évidemment, tout d'abord, il faut dire, c'est une richesse incroyable. C'est un corpus très, très, très riche. On sait ça d'une manière ou d'autre, peut-être. Alors, il n'y a pas tout le monde même qui apprécie la richesse de ce corpus, mais quand on commence à lire, comme avec tout sujet de recherche, on découvre tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas. Et alors, c'est une richesse qui se documente dans cette chronologie qui maintenant compte, je crois, autour de 70 pages de chronologie. Alors, 70 pages de titres et de titres et de titres. Alors, ça, c'est simplement une question de volume. Hein. Alors, une richesse que je crois beaucoup de personnes n'apprécient pas, où on dit, bon, je sais, il y a quelques auteurs, oui, j'ai entendu parler de Ezra Dudgeon, ou j'ai entendu parler de George Clark, ou peut-être de Dany Laferrière, mais je ne savais pas qu'il y a des centaines d'auteurs qui ont publié. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est évidemment, ce n'est pas simplement la quantité, c'est la qualité incroyable de ce corpus. C'est un corpus très, très varié parce que c'est aussi historique. Alors, ça date il y a plus de 250 ans, quelque chose de production qu'on peut regarder. Alors, c'est très riche de ce côté-là, mais aussi des formes de genre, des formes expérimentales. Wade Compton est un écrivain incroyable. Alors, c'est un imaginaire. Quand on commence à lire, on dit, ah bon, le dernier livre faisait ceci. Tout d'un coup, il y a quelque chose de complètement différent. Et évidemment, il y a aussi maintenant beaucoup de mode fantastique. Hein. Par exemple, Washington Black, il y a le fantastique, il y a l'historique, il y a les mémoires, il y a le théâtre, il y a la poésie. Et dans tous ces genres-là, il y a à l'intérieur de tous ces genres encore une productivité qui est énorme. Ça a quasiment explosé depuis les années 90, disons. George Clark disait à un moment donné, l'année 97, c'était un moment où je crois les premiers prix étaient gagnés, par exemple, par Dion Brand, qui a gagné le prix du gouverneur général. Et tout d'un coup, c'était encore plus de production qu'avant. Et maintenant, franchement, il est difficile de lire tout ce qui apparaît des écrivains noirs au Canada anglais ou au Québec. Et puis, il y a évidemment aussi des écritures dans le monde. Même pas. Alors ça, c'était quand même une évolution de simplement lire ces textes et de se rendre compte qu'on ne peut pas vraiment l'épuiser. D'ailleurs, Hortense Spillers, qui est une savante très importante aux États-Unis,
Elle a donné un petit commentaire sur le livre. Elle a vraiment, qu'est-ce qu'elle disait? Elle a dit quelque chose. Elle a parlé de la richesse virtuellement inépuisable de la culture littéraire africaine, canadienne, de son passé, de son extraordinaire contemporanéité, elle a dit. Alors, et ça, vraiment, c'est une savante très importante. Aussi, Henry Gates a parlé d'une manière très gentille de ce livre. Alors, même aux États-Unis, je pense, on se rend compte en ce moment ce qui se passe au Canada. Très intéressant. Voilà. Très intéressant. Alors, Patricia, est-ce que tu as eu des surprises quand tu as travaillé sur ce livre? Ben, des surprises en termes de contenu. Comme je disais, j'ai beaucoup appris. Il y avait, par exemple, j'ai beaucoup apprécié le chapitre sur l'histoire du jazz à Montréal. Parce que donc Winfried fait ça aussi, il va du côté de la musique et du jazz, et donc ça c'est très, très, très bien fait, très utile. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le lien avec l'histoire américaine, en particulier dans les chapitres sur le 19e siècle, sur le 18e aussi, évidemment, avec l'arrivée des Noirs en Nouvelle-Écosse, mais par exemple, de constater que John Brown était à Chatham, en Ontario, Canada-Ouest, à l'époque. Ça relie d'une façon très intéressante l'histoire canadienne et américaine. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Sur le plan de quelques difficultés sur des mots particuliers par rapport auxquels je pouvais avoir des questions à me poser. Il y avait entre autres le mot blackness, qui, du simple fait, par exemple, qu'il fallait éviter, ce que j'ai compris assez vite, de le rendre par négritude, parce que le mot négritude renvoie à, c'est pas moi la spécialiste, mais renvoie à une période et à un concept particulier, précis dans le temps, donc avec Aimé Césaire et Frantz Fanon et tout ça, et ça ne pouvait pas s'appliquer à la notion de blackness telle qu'elle apparaissait plus généralement dans le texte. Donc, ce que j'ai fait pour essayer de voir, pour trouver un équivalent français, parce qu'évidemment, noirceur, ça ne fonctionnait pas, je suis allée du côté d'autres traductions françaises de textes, de livres qui parlaient de sujets semblables, entre autres le livre de Robin Maynard, traduit en français, Noir sous surveillance, donc très bien traduit par Catherine Egault. Et là, bon, par exemple, j'ai pu voir qu'on pouvait rendre blackness, mettons, par une syntagme comme présence noire. Hein? Donc, de mettre le mettre comme adjectif et donc développer un petit peu de souplesse à mon tour par rapport à l'insertion d'un mot comme ça dans le texte, dans la prose. Donc, autrement dit, d'aller s'inspirer de ce que d'autres font, lire des bonnes proses françaises sur des sujets connexes et très utiles là, dans des situations comme ça. Voilà. C'était justement des questions que j'allais vous poser. C'est-à-dire, quels étaient les défis? Évidemment, toute la question de... c'est un terrain miné, la question des mots qui sont très, très lourds de sens et qui se trouvaient tout au long du livre. Donc, c'est un défi, hein, j'imagine, mais je pense que vous en avez très bien tiré. Merci. Oups. Voilà. Voilà. J'aurais une autre question avant d'ouvrir le plancher aux questions que Othman va nous lire s'il y en a. Nous, on n'arrive pas à voir s'il y a des questions ou non, mais on va se réserver quelques minutes pour y répondre. Et sinon, on continue à jaser comme ça. Mais
parmi les sujets, les nombreux sujets qui sont discutés dans le livre, est-ce qu'il y a des chapitres ou des sujets en particulier qui ont été des coups de cœur pour vous, qui vous ont particulièrement passionné? Il faut dire finalement que les chapitres m'ont tous vraiment passionné parce qu'autrement on ne peut pas écrire un livre comme ça. Comme c'était très souvent une découverte importante. Je voudrais simplement dire, avant de répondre à cette question-là, que j'ai beaucoup admiré le travail de Patricia parce que je connais sa manière de travailler. Et je sais qu'elle cherche en effet les passages qui ont été déjà traduits, hein, qu'elle fait une recherche de fond d'abord. Oui. Je me souviens même de lui fournir mes boîtes de recherche pour qu'elle puisse voir plus vite d'où ça vient, de trouver des passages. Alors, ce n'est pas un travail facile ou léger qu'elle fait, et c'est pour ça que je suis très content qu'elle a fait ça. Mais je vais juste reprendre les deux exemples que Patricia vient de fournir. Alors, il y a un chapitre là qui porte sur la communauté noire à Montréal, anglophone, la communauté noire d'anglophone, alors à partir des vieux temps de l'esclavage. Mais ce qui m'a fasciné, j'ai habité Saint-Henri à un moment donné, et cela m'a fasciné de voir comment le canal de la Chine, qui résout un problème parce que, bon, on ne pouvait plus traverser les rapides de la Chine. Alors voilà, il y avait un canal, après il y avait des industries, après il y a Saint-Henri, après il y a la communauté noire qui vient s'installer. Et ce sont des casques rouges et ce sont des porters qui s'installent là. Et tout d'un coup, il y a une communauté qui n'est pas tout à fait heureux de la scène de jazz parce que, par exemple, le père de Oscar Peterson, qui était un porteur du train porter, il voulait qu'il étudie le piano classique, ce qu'il a fait en effet. Et alors, très souvent, ce n'était pas vraiment apprécié dans la communauté noire, le jazz, parce que c'était associé avec l'alcool, etc., etc. Mais quand même, il y a une scène qui se développe. Alors, Oliver Jones, il y a ça, la sœur de Oscar Peterson qui a enseigné les deux. Tout d'un coup, il y a une scène de jazz qui développe autour de ce milieu-là. Et après ça, il y a une écriture. Alors d'abord, ça apparaît même pas dans les romans, disons, de Gabriel Roy, de Jim McLean, qui se place autour de ce temps-là, dans les années 40. Mais il n'y a aucune mention de la communauté noire de Saint-Henri, bien qu'il y a des scènes, évidemment, Gabriel Roy, ça se passe à Saint-Henri. Et ça dure un petit moment, et tout d'un coup, plus tard, maintenant, dans les années 80, quelque chose, voilà, il y a des romans qui parlent de ce moment-là. Et pour moi, c'était vraiment fascinant de suivre ce cheminement d'un quartier qui parle beaucoup de ce qui est arrivé avec la découverte aussi de ces textes et de cette musique. Voilà, alors ça, j'ai travaillé à peu près 5 ans sur ce chapitre parce que je ne savais pas exactement comment m'y prendre, mais je savais que c'était un matériau très riche. L'autre chapitre que Patricia vient de mentionner, c'est un chapitre du 19e. Alors, John Brown qui a attaqué alors le Harper's Ferry. Harper's Ferry, mais c'était alors what is it, the repository of the arms of the United c'est States. ça, un arsenal. Ouais. Voilà, alors il a attaqué les États-Unis plus ou moins en 59. Et alors il a réussi pour quelques jours. Alors il a pris tous les armes de l'armée des États-Unis. Mais avant cela, il est venu au Canada. Alors, il est venu à Chatham parce qu'il y avait une autorité qui s'avait installée. Parce que, par exemple, Marion Shedd, qui était la première éditrice d'un journal féminine noir, qui a fondé The Provincial Freeman, elle était à Chatham. Et Chatham était devenu le centre vraiment de ce qui se passait quand les gens sont partis des États-Unis pour se sauver de la poursuite. Après 1850, c'était la loi des esclaves fugitifs,
où il n'était pas permis de venir à l'aide des personnes qui voulaient se sauver de l'esclavage, même dans les États du Nord. Et alors, voilà, tout le monde venait de s'installer au Canada. Alors, John Brown venait, il y avait un gouvernement, un government in waiting, qui était au Canada, un government in waiting pour les États-Unis au cas où que la révolution aurait eu un succès. Et alors, ça, c'est évidemment extraordinaire. Très peu de personnes se rendent compte du rôle que la scène au Canada, au milieu du 19e, a joué pour les États-Unis. Et alors, quand on suit ces traces-là, Marian Shedd a aussi aidé à publier le livre que la seule personne noire qui a survécu l'attaque de la Harper's Ferry, Osborne Anderson, qui est venu au Chatham. Et alors, ils ont publié un livre là-dessus. Et c'est encore Marian Shedd qui l'a aidé à publier. Alors, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Ça s'est passé à ce qui est maintenant l'Ontario. Alors voilà, c'est un chapitre qui est très long, mais qui est absolument fascinant. C'est deux exemples. Il y a beaucoup plus, surtout la littérature contemporaine. C'est très, très riche, la deuxième. Merci. Et oui, passionnant, vraiment. Quelle heure de plaisir, hein? J'imagine, à lire ces textes-là. Et Patricia, de votre côté, est-ce qu'il y a un chapitre ou un sujet ou une anecdote qui vous a particulièrement... J'ai déjà mentionné là, ce dont Winfried vient de parler, tout le 19e siècle et la présence de John Brown à Chatham et tout ça. J'ai beaucoup apprécié aussi tout le traitement que Winfried fait de l'œuvre de Lawrence Hill, qui est très importante parce que Lawrence Hill reprend dans son livre qui s'appelle Aminata en français, dans son roman, tout le parcours, le périple des Noirs qui sont arrivés en Nouvelle-Écosse à la fin du 18e siècle. Certains, qui ensuite sont allés vers le Libéria et la Sierra Leone. Et il en est question aussi dans le chapitre sur le 19e avec ces débats qui animaient la communauté noire à l'époque canadienne et américaine sur la pertinence ou non-pertinence de retourner en Afrique. Hein. Donc, ça permet de se sensibiliser à ces grandes questions qui ont traversé toute une époque. Et Lawrence Hill a repris beaucoup de ce matériau-là, entre autres là, avec Aminata. Et alors, lui, il nous amène, entre autres, dans des scènes à Londres, dans des mouvements anti-esclavagistes à Londres, alors que son héroïne est très vieille à ce moment. Donc, il réussit à mettre en scène des pans de l'histoire canadienne noire complètement inconnus, comme dit Winfried, et parce qu'il a réussi à en faire une fiction forte, déjà ça, c'est une réalisation. Et après c'est ce que Winfried fait avec ça pour l'insérer dans la réflexion sur l'Atlantique noir, pour que ça ne devienne pas juste un roman comme ça. On peut le lire pour lui-même, hein. Il n'y a personne ou rien qui va nous empêcher de le faire. Mais ensuite, quand on tient ce roman-là et qu'on comprend tous les liens, les réseaux, les liens que ça met en évidence, grâce à l'analyse que fait Winfried, l'insertion qu'il fait de ça dans un contexte plus large, là, le livre s'en trouve enrichi. Hein, le livre y gagne. Et je dois dire que j'appréciais que ce livre en particulier, ce roman, soit traduit en français parce qu'il était cité abondamment par Winfried. Alors, ma tâche consistait à trouver les passages, les bons passages en français dans le roman. À certains moments, je ne me souviens pas pour ce roman-là, mais à d'autres moments, d'avoir demandé à Winfried de m'aider un peu, par exemple, s'il citait
Alors là, c'était pour retourner à l'original français. Mais par exemple, à un moment donné, il cite Jean-Paul Sartre, un court extrait de L'être et le néant. Lui, il le cite en traduction anglaise. Et là, je lui ai dit, bon, là, tu vas m'aider, là, parce que L'être et le néant, ça fait c'est un pavé. Et puis, il faut que j'ai un peu d'aide pour savoir où trouver cette citation dans l'original français. Et je dois dire aussi que le fait que Winfried lise le français, parle si bien français, pouvait me relire, pouvait répondre à mes questions sur des passages, des choix de mots très précis. Tel concept, là, si j'écris ça comme ça, est-ce que ça va? Hein? Donc là, ça, ben, c'est une aide très, très, très appréciée, très importante, qui permet en tout cas on n'est jamais complètement à l'abri, mais d'éviter de tomber dans les premiers pièges venus, là. Ça fait la complicité entre l'auteur, pardon, la complicité entre l'auteur et la traductrice, c'est extrêmement important pour arriver à un produit final qui soit vraiment réussi et qui soit vraiment le reflet de la pensée de l'auteur. Je vois qu'il est déjà midi 21, donc midi 21 ou 18h21 ici. Donc, j'aimerais qu'on se réserve quelques minutes pour répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y en a, Othman. Alors, on a reçu une question de Judith, mais je pense qu'il y a eu des éléments de réponse dans les discussions. Elle dit, j'aimerais entendre les participants parler de la collaboration ou non entre la traductrice et l'auteur. Tout à fait pertinent, ça fait le lien entre le point précédent. Je vous laisse répondre. Mais tout brièvement, comme je disais déjà avant, Patricia a très souvent, en effet, même demandé des documents que j'utilisais pour travailler, pour trouver plus vite des contextes. Alors, on a échangé beaucoup de courriels. On a aussi téléphoné, on a jasé, on a fait tout cela. J'ai lu des passages, j'ai lu des chapitres, des choses comme ça. Mais Patricia, comment est-ce que ça a été pour toi? Pour moi, ça a été très bien parce que je savais que je pouvais te déranger, en guillemets, que je pouvais te poser des questions et que tu étais toujours disponible. J'essayais de limiter mes questions à avoir, évidemment, moi, fait le travail, fait les lectures, fait des recherches, mais là, quand même, pour un certain nombre de, comme je disais, traduire des livres comme ça, c'est traduire des concepts. Donc, il faut trouver les bons mots hein, pour un certain nombre de termes. C'est très important. Et je voulais que Winfried, qui connaît bien ce corpus-là en français aussi, soit à l'aise avec le choix des mots. Et donc, il pouvait répondre à mes questions. Et on pouvait échanger de façon amicale, bien sûr, mais aussi sur le contenu. Et puis, on s'est développé une méthode de travailler, d'aller-retour qui fonctionnait bien. Moi, je traduisais un chapitre à la fois, évidemment. Là, j'avais une somme de questions et puis je lui amenais mes questions pour arriver le plus possible à une version, peut-être pas définitive, mais une version proche de la version livrable de tel ou tel chapitre. Et là, il pouvait réagir. Évidemment, il y a des mots qui reviennent, des concepts qui reviennent. Et comme on sait, hein, ces livres-là, même s'ils sont assez volumineux, ils forment un tout. Et là, on revient sur le premier chapitre après avoir traduit le dernier, bien évidemment. Donc, et là, ça permettait de confirmer très souvent des choix hein, qu'on avait faits. Et c'est ça. Donc, ça permettait d'arriver à une version avec laquelle on était tous les deux à l'aise. Pour moi, ça, c'était important. Et voilà. On nous dit que la foire va fermer. Je voulais juste... est-ce qu'on peut nous entendre encore? Je voulais juste ajouter qu'en effet, c'est un travail d'équipe aussi avec Philippe, hein, qui connaît très bien le milieu à Montréal aussi. Donc, qui a ajouté des titres, qui a posé des questions.
Alors, c'était un travail d'équipe à la fin, ce qui était très, très bien parce qu'écrire un livre comme ça, c'est un travail solitaire. Évidemment, on parle aux auteurs, on essaie d'aller aux événements pour parler à ces écrivains sur lesquels on écrit, etc. Oui. Mais aussi entre nous trois, je crois, ou certainement entre nous deux, mais aussi avec Philippe, je crois qu'on a beaucoup échangé. Des informations intéressantes. J'ajouterais avec l'équipe des presses qui ont été là, présentes tout le temps, à toutes les étapes du processus. On pouvait échanger, on pouvait donner notre avis, on pouvait... donc, ça a donné le livre à la suite de ce travail très sérieux, très solide sur l'édition, la parution même de l'ouvrage. Et à toutes les étapes, moi, je me suis sentie appuyée. Donc, c'est très, très précieux, ça aussi. Donc, on salue Maryse, Martin Oui. et le reste de l'équipe. Oui, tout à fait. Absolument, absolument, oui. Écoutez, vous avez été très patient avec nos lacunes techniques et autres, et toutes les interruptions qui viennent avec le fait d'être en direct, effectivement. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je vais devoir, je crois, conclure cette causerie du jour, et puis tout d'abord en vous remerciant, en vous demandant, Winfried et Patricia, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voudriez dire pour vraiment vous assurer que s'il y a une chose que les gens devraient retenir de ce livre, qu'est-ce que ce serait? Je crois qu'il faut le lire. C'est que Hegel a dit de la phénoménologie, ça ne sert à rien de lire la préface, il faut lire tout. mais non, je crois vraiment que c'est simplement une belle découverte. Alors, j'espère que le livre puisse servir comme un guide. Alors, quiconque s'intéresse à ça, il ne faut pas forcément lire tout le livre, on peut simplement prendre les chapitres, des périodes, des époques et commencer à s'intéresser à ça, et puis on va voir, ça va continuer à partir de là. Donc, j'espère que beaucoup de personnes vont faire cette première étape pour entrer dans la matière. Oui. Merci. Et Patricia, oui, je dirais, c'est ça, le lire en fonction de nos intérêts, selon peut-être prendre un chapitre ou un autre, mais entrer dans le texte et ensuite le recommander à d'autres. Les amis, les gens qu'on connaît, les écrivains, les chercheurs, les étudiants qu'on connaît, en fonction de leurs intérêts de recherche, leur dire « Ah, il faut que tu lises tel chapitre parce que dedans, il y a des choses pour toi. » Très bien dit. Merci beaucoup d'avoir fait mon travail de promotion à ma place. Formidable. Donc, merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Winfried, d'avoir été là, d'avoir fait le trajet de Berlin à Francfort. Merci d'organiser tout cela. C'était quand même du travail. Merci beaucoup. Oui, et merci à Othman qui est là à la régie derrière nous, qu'on ne voit pas, mais qui a été là tout au long avec nous et qui a posé une question tout à l'heure. Merci à l'équipe des presses d'avoir produit un si beau livre. Donc, on vous a salué, mais je vous resalue à nouveau. Et merci à nos bailleurs de fonds. Vous allez voir peut-être derrière nous quelques-uns des bailleurs de fonds des presses, qui sont également les bailleurs de fonds de ce magnifique espace Canada à la Foire du Livre. Donc, le Fonds du Livre du Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario et surtout l'Université d'Ottawa. Je vous invite à vous joindre à nous pour nos prochaines causeries du midi et à nos lancements en présentiel, parce qu'on en fait maintenant à Ottawa et ailleurs. Merci à tous d'avoir été là. Et bonne journée et à la prochaine édition des causeries du midi des presses de l'Université d'Ottawa. Salut! Au revoir. Et voilà. C'est encore branché.